Et bah du coup, Lucien, vous pouvez peut-être nous parler un peu plus de votre papa? Oui, oui. Eh ben, il avait l'idée d'être résistant et il a monté un groupe de résistance dans le village de Saint-Symphorien-sur-Coise et, et ça a pas mal fonctionné jusqu'au moment où il a été arrêté par les Allemands, qui justement d'abord par les Français qui étaient, comment on appelait déjà qui étaient du côté des Gestapo. Allemands, Miliciens. les miliciens, oui, Miliciens. et puis qui l'ont donné aux Allemands. Et de là, il est resté un moment prisonnier des Allemands, mais il a réussi à s'échapper. Donc il est revenu à Saint-Symphorien-sur-Coise, et puis il a continué le travail de résistant il a étendu sur tous les monts du Lyonnais, là, d'abord. Et donc il a été pas mal, disons, responsable de tout ce qui s'est passé pendant la résistance dans les monts du Lyonnais, quoi. Il avait créé un réseau, Il a créé le réseau. qui a rejoint le réseau lyonnais en même temps, Ouais. quoi. Des voisins, des... Ouais. Ben, à partir des copains qui l'ont aidé, ils étaient plusieurs après quand même. Ils étaient un groupe, enfin c'était lui qui les dirigeait, et puis ça a pas mal fonctionné. Et c'était quoi ses activités principales dans la résistance? Il était chargé de quoi? Les actions. Ben, Les c'est lui actions qui qu'ils ont préparait les actions, et puis qui trouvait les gens, vérifiait si les gens étaient compétents ou pas. C'était pas des traîtres, etc., parce qu'il y avait des fois des trucs qui... Donc il avait une responsabilité assez importante de ce point de vue-là, quoi. Il y avait un maquis à Saint-Symphorien-sur-Coise, mais il rentrait à la maison, alors il venait pas, je ne le voyais pas tout le temps, moi j'étais gamin, hein, mais je sais des fois on ne savait pas où il était, quoi. Et quand il s'est échappé, les Allemands ont peut-être cherché à le retrouver. Ben non, ils n'ont pas cherché à la retrouver parce que c'est des Allemands qui étaient dans les parages, mais qui sont partis après. C'était sur Saint-Symphorien-d'Ozon, après, il était prisonnier, il s'est échappé à Saint-Symphorien-d'Ozon, là-bas. Il était cordonnier. Cordonnier. Donc il avait un atelier, c'est ça? Oui, l'atelier, Et oui. c'est depuis cet atelier, il organisait des réunions, non, dans Oui, cet bien atelier, sûr. c'est ça? Pas dans l'atelier, dans la maison. Et puis, il avait des endroits où Cachés. il se cachait, où il se réunissait, quoi. Il avait monté tout le maquis sur Saint-Symphorien-sur-Coise, ce qui était assez important quand même. Il y avait des parachutages. Il avait assisté à des parachutages. Ah, bien sûr que oui, recevait il était les armes. responsable de tous les parachutages qu'il a fait faire dans le coin, là-bas. Il y en a pas mal, oui. Et puis ça s'est pas trop mal passé. Il n'y a pas eu de. Enfin, le problème, c'est d'éviter que les Allemands arrivent au moment où les Allemands étaient sur Lyon, hein. Donc c'était très, très commode pour eux de monter sur Saint-Symphorien, quoi. Donc quand il y avait des parachutages, ils étaient à Duerne, des parachutages. Ah. Et alors donc il allait là-bas et puis il récupérait le fric, il fallait le camoufler, pas le fric, les armes, il fallait les camoufler, puis après les distribuer aux maquisards qu'il avait constitués autour de lui, quoi. Et puis comme ça, le maquis s'était développé avec pas mal d'armes, quoi. Mon père, Maurice Rodier, a été fait prisonnier en juin 40. Il est resté 5 ans prisonnier en Allemagne. Je suis née à son retour de captivité et il ne m'a jamais beaucoup raconté ses années difficiles. Il est mort quand j'avais 12 ans. Je me suis autorisée, à partir de quelques lettres et de quelques souvenirs, à réécrire son histoire. Parmi les extraits que je vais lire, une seule lettre est authentique, les autres sont de ma plume. Hambourg, 15 août 1940. Mon amour, enfin je peux te donner de mes nouvelles et une adresse où tu pourras m'écrire. Tu as sans doute reçu une carte de la Croix-Rouge pour t'avertir que je suis prisonnier comme tant d'autres soldats. Après des semaines difficiles, la vie s'organise un peu ici, au Stalag 10. Nous sommes très nombreux. Nous vivons dans des baraques en bois, alignées le long d'immenses allées. Dans chaque baraque, des rangées de lits sur 3 niveaux. J'ai hérité de l'étage du milieu, ce qui me laisse le bonheur d'entendre monter les ronflements du voisin du dessous et de recevoir la poussière du voisin du dessus chaque fois qu'il se tourne dans son sommeil. Mais je suis tellement crevée par les journées de travail pour agrandir le camp que je dors quand même. Et puis, la nuit est bien le seul moment où je peux tout oublier et où je suis avec toi dans mes rêves. Ma pauvre Adèle,
Aujourd'hui c'est le 15 août. Quel mauvais sort est le nôtre. Nous devrions être à Pouzzoles, à faire les foins, ou mieux, au bord de la mer, à batifoler dans les vagues. Que fais-tu toute seule à Lyon? Attends-moi, mon Adèle. Toute cette misère finira bien un jour. Je t'embrasse comme tu sais, je respire ton cou tout chaud et tes cheveux d'herbe sauvage. Je t'aime, Maurice. Puis moi aussi, ce qui m'a bien travaillé, c'est que mon père après, j'ai mon beau-frère, le mari de ma sœur aînée, il est parti en Norvège. Mais le deuxième, il devait partir à STO. Et mon père l'a fait partir. Il l'a fait cacher dans les monts du Lyonnais. Mais alors, par exemple, je ne peux pas me rappeler où. Et c'est le docteur Partansky qui lui a fait des faux papiers avant de faire. C'était un sacré résistant, hein, Partansky. Il soignait tous les maquisards. Bah, d'abord, ton papa, il est allé aussi. Hein. Et il s'appelait René Radier, au lieu de Raymond Reboulet-Chasse. Et quand j'allais à l'école et que les filles qui avaient leur papa qui était là-bas, elles me disaient, dis donc, il est où ton père, ton beau-frère, je ne me rappelle pas du nom, ma mère, avant, fais attention, tu dis rien. C'est vraiment marrant. Hein. C'est pas marrant. Et puis les gendarmes de la Lulu qui venaient, je me rappelais, il y en a un qui s'appelait Bernard, mais il savait très bien que mon père l'avait caché. Alors je vois encore avec son grand sourire, et mon beau-frère qui se carapatait dans la cave, ben il a donc mis dans l'anthracite et les sacs de patates. Lyon, mars 41. Mon cher Maurice, la vie sans toi n'est pas la vie, n'est pas notre vie. Je dois m'en réinventer une autre, sinon je vais tomber en miettes. Les jours sont tous les mêmes, gris et tristes. Notre grenier est glacé. Glacé le matin lorsque je me réveille sans toi. Je m'en vais vite au travail pour retrouver un peu de chaleur et les bavardages des collègues. Glacé le soir lorsque je rentre après avoir piétiné 1 heure pour obtenir du pain ou du lait. Je vais m'enfouir sous les couvertures et essayer de ne plus penser à rien. Je ne sais pas si une autre existence a été la nôtre un jour, mais je me souviens qu'on s'aimait. Et toi, t'en souviens-tu? Est-ce que cela t'aide à vivre? Comment as-tu réinventé ta vie? Si tout cela finit un jour, si nous nous retrouvons, pourrons-nous être encore ce que nous avons été? Je t'embrasse, Adèle. Je m'appelle Fabienne Akimovitch et voici l'histoire de mon père. J'arrive en France en 1936 à l'âge de 23 ans. Je suis de nationalité polonaise et je travaille dans une ferme dans l'Aube lorsque la guerre éclate. Après l'invasion de la Pologne par les troupes allemandes, je participe au combat de la première division polonaise dirigée par le général Sierkowski. Je suis envoyé au front à Mirecourt, puis fait prisonnier en juin 1940 à Saint-Dié. Je m'évade en février 1941 et rejoins la zone libre après avoir traversé 3 lignes. La frontière Alsace-Lorraine, la ligne rouge près de Chaumont et la ligne de démarcation à Paray-le-Monial. J'arrive à Lyon sous une fausse identité et me présente à la vitriolerie. Le gouvernement de Vichy place alors tous les étrangers en liberté surveillée et je suis envoyée au fort de Chapoly à Saint-Genis-les-Olières. Je suis affectée comme employée au ravitaillement. Je vois passer des centaines d'étrangers de 22 nationalités différentes. Chinois, Espagnols, Anglais, Russes, Péruviens, etc. Le fort regroupe des individus honnis par le régime nazi et en attente de déportation, des juifs, des communistes, des homosexuels. Je me souviens de l'arrivée de la Gestapo. Ils ont tout fouillé, casemates, caves, soutes, magasins, et ont récupéré armes et essence. Réquisitionné 60 hommes pour le STO.
Certains sont partis en Allemagne et d'autres sont allés construire la base sous-marine de Saint-Nazaire. Le 22 août 1942, une rafle importante a lieu dans la région et une centaine de Juifs de Chapoly sont dirigés vers un camp de regroupement de Vénissieux avant d'être déportés vers Drancy puis Auschwitz. À partir de 1943, les rafles des Juifs s'accentuent et je revois encore la file des familles sur la route de Tassin venant dire un dernier adieu à leurs proches avant leur départ pour Dachau ou Auschwitz. Dès septembre 1944, les maquisards prennent possession du fort. Certains surveillants tournent leurs vestes, mais ils le paieront plus tard. Certains hommes perdront la vie et des femmes seront tondues. À la Libération, j'apprends qu'une ferme cherche un employé et j'épouse la fille de mes employeurs. Ma vie a continué à Saint-Genis. Je m'en suis bien sortie, mais à tous je dis plus jamais. Hambourg, dimanche 8 octobre 42. Chère maman, je suis étonnée de ne pas avoir de tes nouvelles. Que fais-tu? J'espère que vous n'êtes pas malade. Je suis bien triste de ne rien recevoir. Tous les copains ont du courrier. J'ai juste reçu une carte d'Alphonse. J'écris tous les jours et j'espère bien que mes lettres arrivent. Hier, j'ai écrit à Adèle. Avant-hier aussi. Pourtant, je n'écris rien pour qu'elle soit supprimée. Aujourd'hui dimanche, je suis tranquille. On a fait nous-mêmes notre dîner. Haricots, lard, fromage, compote de pommes et poires. Je crois que la salade que j'ai préparée sera pour ce soir, car l'huile est de sortie pour le moment. Hier, j'ai touché le fameux mandat télégraphique de 100 francs, mais ne m'envoyez plus d'argent pour le moment. Je vous le dirai. Je n'ai pas reçu le colis. J'aurais préféré, car comme dépense, j'achète juste des cigarettes et du tabac, et du papier à lettres que j'ai pu avoir, non sans peine. Il paraîtrait que l'on va rester quelques jours ici. Je voudrais bien, car comme cantonnement, c'est pas mal. On peut dormir à l'abri du courant d'air, et ce n'est pas toujours le cas. À la section du commandement, on est exempt de garde et de pas mal de petites choses. Hier, j'ai aidé les cuisiniers à faire la vaisselle. J'ai bu 2 quarts, c'est toujours ça, car le vin, il n'y en a pas toujours, et la ration, c'est juste 1 quart. Il y a bien un foyer ici, mais c'est tout petit. Il n'y a pas moyen de se faire servir et ils ne vendent que de la bière. C'est pas bien mon affaire. Pourtant, elle n'est pas chère, 16 sous le demi. Comme tu vois, il faut me contenter de peu et prendre beaucoup de patience. Je t'assure qu'il en faut par moment. J'espère que pour toi, chère maman, cela se passe mieux et que vous pouvez vous procurer ce dont vous avez besoin, en espérant aussi qu'à Lyon, c'est toujours calme. Je te quitte pour aujourd'hui et dans l'espoir que ma lettre te trouvera en bonne santé, reçois, chère maman, mes meilleurs baisers. Ton Gonne qui t'aime, Momo. Bonjour, je suis Pierre et voici ma courte histoire. Je nais en 1922 à Craponne dans une famille de modestes blanchisseurs. Nous viendrons habiter sur Saint-Genis en 1937. Une jeunesse insouciante après cette grande boucherie qu'a été la guerre de 14-18. La France semble retrouver un semblant de tranquillité et de sérénité. Et moi, qui ne pense qu'à profiter de la vie, je suis, il faut bien le reconnaître, un bien piètre élève, car je crois bien avoir eu de justesse mon certificat d'études. Je deviens alors, comme beaucoup de mes collègues à cette époque, ce que l'on appelle un journalier, un jour chez l'un, un jour chez l'autre, surtout chez les blanchisseurs qui sont très nombreux au village à cette époque, pour faire de petits travaux. Et puis, arrive cette terrible nouvelle, la guerre est déclarée.
Je n'ai que 17 ans, mais mes parents sont inquiets, eux qui ont connu le premier conflit et vécu tant de difficultés. Mon papa a combattu, il a certes eu la chance d'en revenir vivant, mais quand même très traumatisé. Quant à maman, ce fut très compliqué. Mariée une première fois et veuve quelques semaines après, car son mari sera tué au front. Elle pensait ne plus retomber amoureuse, mais papa saura reconquérir son cœur. Je suis l'aîné d'une fratrie de 4 enfants, un frère et 2 sœurs plus jeunes, avec, je l'avoue, une petite préférence pour la petite dernière. Cette drôle de guerre, comme on l'appelle au début, tournera vite pour moi au cauchemar. On parle en effet, pour la classe 42 dont je fais partie, c'est-à-dire 20 ans en 1942, d'un service de travail obligatoire, le STO. Il faudra donc travailler pour l'ennemi, le Boche qui nous a envahis. Bien sûr, j'aurais pu m'enfuir dans les collines environnantes, comme on le disait, prendre le maquis. Mais non, je n'ai pas franchi le pas. Alors les gendarmes sont venus me chercher, et je suis parti, puisque le maréchal Pétain, qui nous avait conduits à la victoire en 18, l'avait décidé. J'aurais dû résister, mais sans doute n'ai-je pas été assez fort. Mes au revoir sont déchirants, et je crois que je me réconcilie avec la plus grande de mes sœurs, que j'étreins comme si c'était la dernière fois. Prémonition ? Après un long voyage en train, j'arrive dans une région que l'Allemagne a annexée, la Silésie, et je débarque à Breslau, territoire polonais. Comme je n'ai pas de diplôme, comme je regrette mon manque d'assiduité à l'école, je vais devenir marinier sur l'Oder et faire la liaison avec la mer Baltique pour transporter toutes sortes de marchandises. Et puis, mon histoire s'arrête le 9 février 1944, jour de grand froid. L'Oder est gelée et nous ne pouvons naviguer. On me demande de monter sur la partie arrière pour vérifier que tout est en ordre. Et là, bêtement, je glisse sur le pont gelé et tombe dans l'eau. J'ai dû mourir de suite, saisi par une eau glacée. Mais à ce moment, je repense aux miens, que je ne reverrai plus. On croit que j'ai cherché à m'enfuir. Personne n'a l'idée de chercher sous le bateau. Mon corps sera repêché en avril, lors de la débâcle de l'Oder, et je serai enterré dans un grand cimetière de la ville. Comble d'ironie, je ne reposerai pas en paix, car un bombardement aérien détruira ce dernier lieu de repos. Quelle idée de mettre un cimetière à côté d'une gare. Je repense à mes parents qui ont dû attendre pendant de nombreuses semaines des nouvelles qui n'arriveront jamais, et puis l'annonce de mon décès qui interviendra encore plus tard. Maman, qui avait eu l'accord des autorités militaires pour venir se recueillir sur ma tombe, ne se déplacera pas, ma sépulture ayant disparu. Pauvre mère qui a dû entendre déjà une première fois le décès de son mari, devra après cela apprendre la disparition de son fils aîné. Voici l'histoire de mon oncle que je n'ai jamais eu le bonheur de connaître. Journal de Maurice, octobre 42. Il y a peut-être pire que les Boches dans cette baraque. Ce sont les puces. Quelle sale engeance. Dès qu'on croit s'en être débarrassé, une nouvelle couvée prend possession des lieux. Elles sautent du plancher et nous mordent pendant notre sommeil. On se gratte jusqu'au sang, sans même se réveiller. Mais gare au petit matin. On a le corps boursouflé et rouge comme un vieux pudding. Et pas la moindre pommade pour apaiser la gratte. J'ai soudoyé le cuistot pour avoir du vinaigre. C'est assez efficace. Nous avons été vaccinés contre le typhus, mais ça n'empêche pas de se faire bouffer. Le sport en vogue consiste donc à choper ces bestioles et à les faire griller dans des boîtes de conserve. Quant aux vêtements qui partent à la désinfection, ils reviennent 3 tailles au-dessous. J'ai bien maigri, mais tout de même. Je m'appelle Edmond Morel, dit Momon. Je suis marié et papa d'un petit garçon de 18 mois. J'habite Saint-Gézolière depuis toujours, j'y suis né. J'ai 20 ans lorsque je reçois mon ordre de départ pour le service du travail obligatoire au printemps 43.
Je dois compenser le manque de main-d'œuvre allemand. Je dois travailler pour eux. Je ne veux pas partir, je ne veux pas laisser ma famille, ma femme et mon bébé. Surtout pas en cette période de guerre. Et puis, l'Allemagne. Nous décidons avec des copains du coin de rejoindre le maquis du réseau de Saint-Symphorien-sur-Coise. Un matin, nous embarquons dans le camion de mon père et nous montons à Saint-Symphorien-sur-Coise. On est libre. Mais il faut peu de temps pour que ma femme m'appelle, effondrée, pour m'informer que la milice est venue les menacer, elle, ma mère et mon bébé, mitraillette au poing. Milice dont fait partie ce salaud que je connais très bien et qui est singe-noix comme moi. Ils lui ont dit que si je ne me rendais pas, il reviendrait les voir. Elles étaient terrifiées. Après concertation avec les copains, on s'aperçoit que plusieurs familles ont reçu les mêmes menaces. Ceux qui n'ont rien à perdre restent, mais les autres, comme moi, décident de ne faire prendre aucun risque à leurs proches. Nous nous rendons. Une fois toutes les formalités administratives faites, je pars comme déportée du travail en Allemagne le 6 juin 1943. La séparation est très dure. Quand vais-je les revoir? Et vais-je les revoir? J'ai peur. J'arrive à Sebnitz, je suis rapidement dirigée dans ma famille d'accueil. Je ne parle pas un mot d'allemand. Je vais devoir l'apprendre très vite. Comme j'ai mon permis poids lourd, on me désigne d'office chauffeur d'autobus. À part quelques insultes, parfois, les Allemands ne sont pas méchants avec moi. Comme nous, ils attendent la fin de la guerre. Mais c'est dur d'être dans le pays ennemi. Mais le plus dur, c'est d'être privé de ma famille, de mon village, d'être prisonnier. Je n'ai aucun contact avec eux, très peu de nouvelles. Juste quelques cartes postales contrôlées et censurées. Un jour, je suis convoquée par le Troisième Reich parce que j'ai marqué sur une carte « Vivement la quille ». Ils ne savent pas ce que ça veut dire et suspectent un message caché. Je suis longuement interrogée. Je crois même à un moment que je vais y passer. Mais finalement, ils me relâchent. J'ai eu très chaud. Heureusement, pendant mon temps libre, je retrouve mes copains français. Il y en a même 2 de Craponne, juste à côté de chez moi. Il y en a aussi de Villefranche et de Beaujeu. Ça fait du bien de parler du pays, de parler français. Le temps passe doucement, jusqu'au jour où des avions alliés survolent Sebnitz. Je suis tellement heureux, la fin de la guerre approche. Mais ils jettent leurs bombes sur le village. Moi, j'y échappe, mais des copains sont tués dans le bombardement. C'est tellement injuste. Tués par les Alliés et à la fin de la guerre. Je suis libérée dans les derniers. De nombreux copains sont déjà rentrés. Moi, je rentre chez moi le 22 mai 1945. Tout le monde est là pour m'accueillir, quel bonheur. Je ne reconnais pas mon fils, il est si grand. Mais maintenant, on est ensemble, on va pouvoir vivre, libre. Je suis restée prisonnier des Allemands 1 an, 11 mois et 17 jours. Vous venez d'entendre l'histoire de mon grand-père. Je n'ai jamais compris pourquoi le collabo qui avait menacé ma grand-mère n'a jamais été puni. Des femmes ont été tondues pour avoir fait l'amour avec des Allemands, mais lui a continué à vivre tranquillement à Saint-Genis. Quand j'en parlais à mes grands-parents, ils me disaient « On ne pardonne pas, mais la page est tournée ». Je m'appelle Adrienne Fremer. Je suis née le 19 octobre 1939 à Lyon. Avec notre mère et mes 2 sœurs, Élise née en 1938 et Monique en 1943, nous sommes arrivées toutes les 4 à Saint-Genis-les-Elguères dans le courant de l'année 1944 et nous étions logées dans une maison à 2 étages. Au rez-de-chaussée, un couple, monsieur et madame Pipi, et au premier étage, notre mère et mes 2 sœurs et moi-même, bien sûr. J'ai connu une jeune fille qui avait environ 15 ans, qui s'appelait Marie, et qui demandait régulièrement à notre maman si elle pouvait m'emmener promener avec elle et sa sœur. Elle était extrêmement gentille avec moi. Un jour d'été, elle m'a emmenée dans une piscine et en rentrant, elle m'a fait monter dans un camion où un homme se trouvait là et il nous a donné à manger des lentilles. Cet homme m'a paru un peu suspect, malgré mon petit âge, mais par la suite, j'ai compris que cet homme était un soldat allemand.
À la Libération, quelque temps plus tard, notre maman nous a entraînés devant l'église du village. Une foule immense était rassemblée autour du parvis de l'église. En face de nous, il y avait une table et des chaises et peu de temps après, un homme ou deux, je ne me souviens plus, ont amené 2 filles dont l'une était ma copine Marie. On les a fait asseoir et on leur a rasé toute la tête. Ensuite, en pleurant, elles ont mis une écharpe ou un vêtement sur leur tête et sont parties. Toute la foule était ravie et a vivement applaudi, sauf notre maman et moi-même, car j'étais choquée.